Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Alors après 40 jours de fermeture, un nouveau record, on a appris cette nuit la fin possible du shutdown et le retour de l'activité administrative américaine. J'ai temporisé pour te faire cette vidéo, j'attendais tout simplement de voir la réaction du marché. Et il faut dire que pour les marchés crypto, c'est pas extraordinaire. On a un Bitcoin qui s'échange à 105 000 $, un Ether à 3 500 $, en variation de 1,6% sur 24 heures, tandis que l'Ethereum de son côté, c'est à peine 0,4%. Autant te dire que bien, c'est plutôt morose, on aurait pu s'attendre à mieux, mais tout s'explique de manière assez simple. Parce que ce qui a été signé cette nuit n'est pas un accord sur la fin du shutdown. Et c'est certainement ce qui explique aujourd'hui le manque de motivation sur les marchés crypto. Donc cette nuit, les sénateurs américains ont trouvé un accord provisoire à 60 voix pour et 40 contre en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire qui bloque l'administration américaine. Il s'agira d'une première étape avant un vote final qui, lui, ne nécessitera que 50 voix pour être validé. Et si à ce moment-là, les élus de la Chambre des représentants, qui sont dominés par les républicains, donnent eux aussi leur feu vert, alors la proposition sera soumise à Donald Trump pour une signature. Et toute cette procédure pourrait prendre plusieurs jours. Donc, quelque part, il va falloir une nouvelle fois encore patienter pour sortir un petit peu de ce brouillard ambiant. Puis c'est pas tout. Il y a aussi plusieurs agences financières importantes qui vont aussi pouvoir reprendre leur activité, ce qui pourrait avoir un impact direct sur le marché des crypto-monnaies. Par exemple, on peut penser à la SEC qui supervise les marchés financiers. La SEC va pouvoir enfin avancer sur les dossiers des ETF crypto très attendus dans l'écosystème, très attendus par les investisseurs. Il y a aussi la CFTC chargée des produits dérivés et il y a aussi l'OCC régulateur, c'est le régulateur bancaire américain. Eux aussi vont pouvoir redémarrer. D'ailleurs, il y a la CBOE, Chicago, prévoit de lancer des contrats à terme illimités sur Bitcoin et Ethereum, ce qui pourrait augmenter considérablement, considérablement le volume global du marché. Puis c'est pas tout, il y a aussi des discussions autour des ETF spot sur XRP. Certains pourraient voir le jour dès cette semaine. Après, j'ai dit pourraient voir le jour dès cette semaine. Attention, pourquoi ? On va quand même rester prudent. Parce que même si ça avance, là, si ça va avancer, le redémarrage complet des administrations prendra quelques jours. On a une très bonne news qui est tombée. C'est plus de 4 millions de commerçants qui utilisent maintenant le terminal de Square. Et j'embraye ici sur cette dernière news qui est très bullish. C'est la plateforme Square de Jack Dorsey qui vient d'ouvrir 4 millions de commerçants au Bitcoin. Alors Jack Dorsey, c'est qui? Rappelle-toi, c'est l'ancien PDG de Twitter. C'est lui qui a vendu Twitter à Elon Musk, tu vois, pour 40 milliards, je crois. Bon. Elon Musk est arrivé avec son lavabo à Twitter comme sur son cheval blanc. Et donc Square a lancé sa fonctionnalité de paiement Bitcoin pour les vendeurs, ça y est, avec un terminal qui permet de faire plein de choses. Donc recevoir du Bitcoin et garder du Bitcoin en tant que commerçant. Donc tu peux juste garder le Bitcoin. Tu peux transformer le Bitcoin des acheteurs directement en dollars. Tu peux aussi accepter direct le dollar. Le terminal suffit de la monnaie fiat. Accepter du dollar et le transformer en Bitcoin. Si toi par exemple tu veux du Bitcoin et que les gens te payent en dollars, hop, ça se fait direct. Ou alors faire de dollars et tu gardes du dollar. Donc ça fait en gros comme font Visa, Mastercard. Sauf qu'en plus de ça, tu peux décider de recevoir des paiements Bitcoin. Et de les garder en Bitcoin ou de les mettre en fiat, tu vois. Alors tu vas me dire, mais comment ça se fait que Jack Dorsey et Square ont pu faire adopter leur terminal de paiement à autant de commerçants? On parle de 4 millions quand même, c'est gros. Parce qu'il a dit, c'est simple, il y aura aucun frais appliqué jusqu'en 2027, tu vois. Et après, ça sera 1% de frais. Faut savoir que Visa Mastercard, c'est entre 1,5 et 4% de frais. Donc, quand tu auras les vendeurs, tu leur dis, écoutez, mon terminal, vous pouvez faire dollar à dollar, comme vous faites avec le terminal Visa Mastercard, mais vous pouvez faire aussi Bitcoin. Et par contre, moi, c'est zéro frais. Zéro frais jusqu'en 2027. Crois-moi que de suite, ils sont là, ah ouais, zéro frais. Et après, c'est combien 1%? Donc, c'est compétitif, clairement. Bon. Et donc, selon l'entreprise de Jack Dorsey et Square, plus de 4 millions de vendeurs utilisent Square dans 8 pays, avec les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Japon qui sont en tête. Et on a Parker Lewis de la série Parker Lewis, qui est responsable de développement chez Zaprite, qui est une société en gros de paiement entre Bitcoin et Fiat, qui dit avoir vu fonctionner le terminal de paiement Square et que c'est trop génial et qu'il a même acheté un café. Alors sur
sur réseaux sociaux Twitter X, hein, tu peux voir ici plein de gens qui ont utilisé le terminal de paiement de Square pour acheter un café et tout. Donc c'est très rapide, hein, c'est instantané. Et puis bon, tout le monde est content, les commerçants aussi. On a Cathy Anigna, qui est directrice marketing de la plateforme technologie Citizen, qui nous dit que nombre d'entre nous ont essayé de convaincre les commerçants d'accepter le Bitcoin. Pendant des années, ça a été pénible, beaucoup ont refusé. Et il a fallu littéralement convaincre la personne derrière l'entreprise au point qu'elle devienne elle-même adepte du Bitcoin et adhère au système. Et la décision de Square aujourd'hui est absolument légendaire et abaisse considérablement le seuil d'entrée formidable. Alors qu'est-ce qui fait que Square a eu une adoption comme ça assez massive avec son terminal de paiement Bitcoin? Je pense que c'est le fait de dire il n'y a pas de frais. Pas de frais jusqu'en 2027, tu vois. Alors crois-moi, ils sont là, ah ouais, ok, ça nous va. Donc très bonne news de voir ça. Le fait de pouvoir utiliser du Bitcoin et tout, on fait un pas de plus vers l'adoption ici mondiale de notre petit Bitcoin d'amour. Petite news, le Kazakhstan est prêt à investir plus de 1 milliard de dollars dans les cryptos. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils se rendent compte que les crypto-monnaies, ça commence à devenir super important et qu'il en faut dans les réserves nationales, parce que ce sont des actifs comme le Bitcoin qui organiquement ne font que monter. Quand tu penses que Nayib Bukele a acheté des bitcoins, tout le monde se foutait de lui, et que maintenant, tu as tous les États qui commencent à se dire on va peut-être acheter du bitcoin, tu vois. Eh bien, le Kazakhstan mise tout sur la crypto. Ça mise tout. Et ça intervient après le lancement fin septembre d'une réserve crypto soutenue par l'État et en partenariat avec Binance. Et ça, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les États qui commencent à rentrer dans la crypto-monnaie. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que c'est beaucoup d'argent. Ça me plairait bien que la Belgique investisse dans le Bitcoin, hein, parce que quand je vois les déficits de cochons qu'on se paye chez nous, et que j'explique même pas en France, quand je vois aussi vos déficits que vous avez, c'est un truc de dingue. 3300 milliards d'euros de déficit. En Belgique, je t'explique même pas, on est 1000 milliards, je pense. On vit à 6,7% au-dessus de nos moyens. C'est comme si une famille dépensait plus d'argent qu'elle avait tous les mois. Il y a un moment donné, mon gars, c'est la banqueroute. Mais non, nos pays, ils ont le droit, tu vois. Eux, ils ont le droit. Donc voilà, je pense que il serait peut-être bien que nos États commencent à réfléchir, faire du mining de crypto-monnaies, avoir de Bitcoin dans leurs actifs pour justement sauver nos épargnes et sauver le système dans lequel on est, hein, parce que c'est en train de partir un peu en vrille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, des pays qui investissent dans la crypto-monnaie, c'est quand même quelque chose de bon. Ça montre en tout cas que la crypto-monnaie, depuis que j'ai commencé, depuis 2017, commence à avoir ses lettres de noblesse et commence à être plus que importante dans l'économie mondiale. Dans les autres nouvelles qui sont à l'opposé de ce que je viens de vous expliquer, alors je suis désolé, je vous pète les yeux, ils n'ont pas malheureusement de dark theme, mais c'est grave. Actuellement, on a un renforcement de la loi anti-blanchiment d'argent qui est importante, soyons d'accord. Mais là, on arrive à un stade où on va bannir Monero, Zcash, Dash, donc globalement toutes les cryptos qui offrent un petit peu de privacy. Et ça va être appliqué le 1er juillet 2027. Et surtout, on va demander une vérification d'identité pour tout transfert de crypto dépassant les 1000 euros. 1000 euros. Bon, au passage, on en profite pour bannir tout paiement au-dessus de 10 000 euros en cash. Et on va lancer quoi? L'euro numérique. Je pense que tout le monde a compris. Vous n'avez plus de liberté monétaire, très clairement. MicroStrategy vient d'annoncer avoir levé 715 millions de dollars en Europe. Ils ont lancé leurs produits un peu exotiques qui génèrent du rendement en Europe. Et c'est un succès. Ils ont autour de 715 millions de dollars qui va pouvoir être utilisé pour acheter du BTC, pour payer divers dividendes et autres. Donc c'est une bonne chose parce que ça fait un moment qu'ils ont du mal, MicroStrategy. Ils ont du mal, plutôt stratégie. Ils ont du mal à lever de l'argent, acheter du BTC. On les a vus, ils achètent plus qu'à coût de 10 millions de dollars par-ci, 20 millions de dollars par-là, 50 millions de dollars au maximum. Là, ils vont pouvoir acheter massivement du Bitcoin et c'est une bonne chose. Ça. Espérons que ça vienne relancer tout ça. En news qui m'intéresse, on a potentiellement Ledger qui planifie d'arriver de s'introduire en fait en bourse. Et moi, j'aime bien en fait ce genre de boîte, de licorne carrément hein, qui arrive en bourse. On se rappelle de l'IPO de Coinbase qui avait cartonné. Donc a priori, Ledger à la bourse de New York,
ça devrait le faire. Conclusion, le marché rêve de la fin d'un shutdown, alors qu'avant il s'en foutait comme de l'an 40. Le marché est monté quand le shutdown a commencé et il monte quand il se termine. C'est pas comme la guerre où on dit acheter au son du canon, ils vendaient au son du clairon. Non, là c'est différent, ça monte avant, pendant et après. C'est ça la bourse, on ne se lasse jamais d'assister à son comportement bipolaire. Pendant ce temps, bien sûr, on n'a aucune idée de quand est-ce que les chiffres officiels, les chiffres macro officiels vont sortir. Le CPI, on sait pas, le PPI, on sait pas, l'emploi, on sait pas, tout est bloqué. Parce que bien sûr, le BLS était fermé, ils sont toujours fermés pour l'instant. Alors soit ils vont nous noyer sous 10 chiffres en même temps, on n'aura même pas le temps de les analyser, soit ils diront, ce que vous savez pas, ça vous fera pas de mal de toute façon. Autrement, si on veut parler de la performance des marchés européens hier, c'est encore plus simple. Tous les points boursiers du continent ont fait un copier-coller avec la même phrase. L'Europe monte grâce à l'espoir de la fin du shutdown aux USA. Voilà, c'est tout. On n'est même plus foutu d'avoir une vie propre. On se contente bêtement de suivre les États-Unis. Le SMI prenait 1,28%, le CAC 1,3%, le DAX 1,65%. On était en transe juste à l'idée que les fonctionnaires américains rallument leurs ordinateurs. Maintenant, pour moi, la chose la plus importante, c'est le rapport de force Bitcoin indice américain. On peut voir que Bitcoin refaiblit. Bitcoin était fort contre les indices, j'en ai parlé sur ces bottoms ici, ce qui nous invitait à penser qu'on pouvait avoir un rebond, mais maintenant on voit que Bitcoin faiblit. Je m'explique. Ici, on voit que Bitcoin marque une résistance horizontale. Alors attendez, je vais mettre ça, hop, ça se verra mieux, une résistance horizontale. Alors que si je prends la même phase de price action sur les indices, on voit que les indices sont en train de monter. Donc actuellement, Bitcoin recommence à faiblir face aux indices, c'est important à observer. Par exemple, si les indices continuent de monter tranquillement, doucement mais sûrement, mais qu'on a un Bitcoin qui lui commence un peu à faire ça, ça serait pas super positif. C'est pas ça qu'on veut voir. On veut voir un Bitcoin fort comme les indices ou tout aussi fort ou plus fort qu'eux. Mais on veut pas voir un Bitcoin inférieur aux indices. Sinon, ça indiquerait que le Bitcoin, lui, a déjà trouvé le sommet de son rebond dans sa zone de fair value gap. Et donc là, on voit qu'il est déjà un petit peu en train de faiblir. Maintenant, d'un point de vue technique, en horaire, il y a des choses intéressantes. Il y a également des choses en daily et il y a surtout une chose importante à surveiller en daily. Mais avant ça, je vous parle du graphique en horaire. On peut voir qu'ici, en horaire, on a marqué un order block. Cet order block a été chassé, on est venu prendre les stops. Ça correspond également au sommet de lundi. Donc là, je prends la bougie de lundi, on peut voir qu'on est venu récupérer le sommet de lundi. Donc le prix maintenant pourrait se diriger vers le plus bas de lundi. Mais ça, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que le prix ici, s'il clôture sous cette bougie, donc moi je le verrai pas maintenant, vous le verrez à la clôture, le prix risque de former ce qu'on appelle un nouvel order block. Et donc quand on prend les stops d'un order block pour reformer un order block derrière, ça confirme tout simplement qu'on est en train de marquer une résistance ici. Ça veut dire que Bitcoin, là, grosso modo, il est en train de marquer un niveau de résistance sur ce niveau des 106 000, enfin, même plutôt des 107 000, 106 500, 107 500, donc une résistance d'à peu près. Pour vous donner quelques infos complémentaires sur la partie BTC. En ce moment, on a un pic de baleines qui ramène des BTC sur les plateformes. On ne sait pas trop si c'est pour vendre ou pas. Historiquement, c'est plutôt en général pour vendre. Mais après, il y a un peu des réallocations qui sont faites. On voit beaucoup de gros porteurs maintenant qui réallouent pour séparer un petit peu les portefeuilles. Parce que je pense qu'ils ne pensaient pas garder ces BTC aussi longtemps. Donc, je pense qu'ils sont en train de les resplitter pour restructurer. Donc, c'est pas non plus ultra alarmant, mais si on a une baisse là, en tout cas à court terme, il y a des chances que ça vienne quand même des BTC. Parce que, regardez, en parallèle, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus d'adresses qui stockent du BTC. Donc, c'est la corrélation entre les whales qui ramènent de l'argent, sachant qu'on n'a pas de retail en ce moment sur le marché. Je vais vous montrer, on a quasiment zéro retail sur le marché. Il y a quand même une bonne probabilité pour qu'ils soient en train de restructurer. Les adresses qui commencent à demander encore plus, ce sont les sociétés qui continuent d'acheter. Elles gardent cet objectif-là parce que c'est des objectifs qui sont très long terme. Et les fonds institutionnels directement pour eux. Donc ça, c'est important de garder ces visions-là. Et même quand on regarde historiquement ce qui s'est passé à chaque fois qu'on a eu des corrections par rapport au précédent bear, en 2011, on était descendu à 92%, 2015, 84%, 2018, 83%, 2022, 76%. Là, on n'a jamais dépassé les 25%. Donc, ceux qui crient au bear qu'on a déjà fait un top et que on est à 300% sur du bear, pour l'instant, il n'y a aucun indicateur qui va dans ce sens-là. La majorité des indicateurs disent oui, on est dans des phases de correction qui sont standards. On continue avec des news côté NFT puisque ce dimanche, tout a un peu repump, y compris les NFT, alléluia. Et vous le savez, vu que les NFT s'expriment en une crypto, et ben si la crypto monte et si le floor price du NFT monte, et bien au final ça fait une double augmentation et donc c'est tout bénef. Et donc c'est pour ça qu'on voit que par exemple Pudgy Penguins a pris 4% sur son floor price, mais le TH a pris aussi genre 6%. Et donc ça s'additionne, entre guillemets, ça se multiplie. Donc plutôt sympa.
Moi, actuellement, côté NFT, je regarde pas grand-chose. Je regarde un peu Memland, comme j'en parlais, je crois, il y a 2-3 jours sur la chaîne. Également aussi, je regarde Mad Lads, parce que je pense qu'il y aura un très joli airdrop avec leur exchange qui s'appelle Backpack, qui a d'ailleurs repris la licence de FTX. J'en avais parlé aussi. Et sinon, par contre, la collection qui me hype le plus actuellement, mais elle coûte un peu cher, c'est les Moonbirds. Ça coûte quand même 2,13 ETH au floor price, donc 7600 balles. Par contre, les Moonbirds, rappelez-vous, ils ont été rachetés il n'y a pas si longtemps que ça par Orange Cap Games, qui est la boîte qui est derrière le projet Vibes, qui est donc un jeu de cartes, un TCG, en partenariat avec l'IP des Petits Pigwins, et qui se passe sur la blockchain Abstract, qui appartient à la maison mère des Petits Pigwins. Il y aura un token Abstract qui va sortir très bientôt, soit en décembre, soit en janvier, et donc ça veut dire du airdrop. Sachez d'ailleurs que, petite digression, mais on a eu les championnats d'Europe de Vibes qui sont déroulés donc ce week-end à Rome, en Italie. Le gagnant jouait un deck Colosseum. Il a quand même gagné, outre différentes cartes qui valent plus ou moins cher, il a quand même gagné 4000 balles. Et donc on aura aussi un championnat du monde qui va arriver en fin d'année. Donc un jeu que j'aime beaucoup, un jeu très sympa. Moi, vous le savez, j'adore tout ce qui est jeu de cartes. Et donc pour redigresser dessus, les Moonbirds, qui appartiennent donc à Ocap Games, vont sortir leur propre token Burb, très bientôt. Et donc, il y aura aussi un airdrop pour les holders. Mais à part ça, côté NFT, il n'y a pas grand-chose qui me chauffe. Je vois un petit retour aussi des Bored Ape à voir. Tout ce qui est aussi Otherside, les singes, NFT, faire simple, et leur écosystème. Et je le rappelle aussi, par contre, côté NFT, on a la seconde saison des chests, donc le farming, on va dire, à la fois du airdrop de OpenSea et aussi de différentes récompenses. Donc la saison 2 se termine dans quelques jours, dans seulement 4 jours. Et donc, moi, je vais m'accélérer un petit peu dessus. J'ai été déçu pour la saison 1. Et donc, je me dis que je suis pas le seul à avoir été déçu. Sûrement que beaucoup de personnes n'ont pas fait la saison 2. Et donc, potentiellement, il y aurait des meilleures récompenses. Et donc, moi, pour la farmer là, sur ces 3-4 derniers jours, je vais en gros faire des swaps de crypto-monnaies. Parce que c'est possible de le faire aussi sur OpenSea. Par contre, attention, ces chiens, ils prennent 0,8% de fees. Donc, c'est énorme. Donc, je vais accepter de leur filer de l'argent via les fees pour donc farmer un coffre assez décent. J'aimerais au moins avoir le Titanium Chest qui est ici et au mieux le Chromium. Et je pense que c'est possible en faisant un swap d'environ, je passe peut-être 10 000 $ au total. Donc à voir. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.